Bonjour, aujourd'hui on va décortiquer un outil vraiment fondamental pour quiconque veut faire parler les chiffres, le test d'hypothèse. C'est une méthode super rigoureuse pour ne plus se fier à ses impressions et passer d'une simple observation à une conclusion bien solide. Alors, voilà le programme. D'abord, on va voir pourquoi il faut parfois mettre nos affirmations en procès. Ensuite, on découvrira les deux camps qui s'affrontent dans ce tribunal un peu spécial. Puis, on parlera du risque inévitable de se tromper. On passera à la pratique avec une étude de cas, la preuve en action. Et enfin, on verra pourquoi tout ça, au fond, est si important. On se lance avec la question qui est à la base de tout. Quand on observe un changement, une différence, comment être certain que ce n'est pas juste un coup de chance, le fruit du hasard? C'est précisément ce problème que les tests d'hypothèse viennent résoudre. Pour que ce soit concret, imaginez une chaîne de montage. On change un petit truc technique et on a l'impression que ça va plus vite. Le temps moyen pour accomplir une tâche semble avoir baissé. La grande question c'est, est-ce que cette amélioration est réelle, solide, ou est-ce qu'on a juste eu de la chance sur les quelques tâches qu'on a observées? Et pour répondre à ça, on ne peut pas se fier à son intuition. Il faut une méthode, un système. C'est là que notre analogie du jour rentre en jeu. On va littéralement organiser un procès pour nos données. Elles seront les preuves et les statistiques, notre code de procédure. Bien, voyons maintenant comment on installe ce fameux tribunal. Comme dans n'importe quel procès, il y a deux parties qui s'opposent. En statistique, on appelle ça les hypothèses. D'un côté, on a l'hypothèse nulle, qu'on note H0. C'est le principe de la présomption d'innocence. Elle part du principe qu'il ne se passe rien de neuf. Le changement qu'on croit observer n'est qu'une fluctuation normale du bruit statistique. C'est le statu quo. Et en face, on a l'hypothèse alternative, ou H1. Ça, c'est l'idée nouvelle, l'affirmation du chercheur. Elle soutient que non, le changement est bien réel, que notre nouvelle méthode de fabrication, pour reprendre l'exemple, a un effet concret, mesurable, et que ce n'est pas du hasard. On a donc un vrai face-à-face. D'un côté, H0 qui dit en gros « circuler, il n'y a rien à voir ». De l'autre, H1, l'accusation, qui affirme « si, j'ai des preuves qu'un vrai changement a eu lieu ». Tout le test va consister à évaluer si les preuves sont assez fortes pour renverser cette présomption d'innocence de H0. Mais attention, comme dans un vrai tribunal, le verdict n'est jamais sûr à 100%. Il y a toujours une part de risque, une possibilité de se tromper. Et comprendre ce risque, c'est une partie essentielle du processus. C'est un point absolument crucial. Les statistiques ne donnent pas de vérité absolue. Le but n'est pas de prouver que l'hypothèse alternative H1 est vraie. Non, le but est de voir si les preuves sont tellement accablantes qu'il devient vraiment très improbable que H0, le statu quo, tienne encore la route. Alors, quand on rend notre verdict, il y a 4 scénarios possibles. Si l'hypothèse nulle est vraie et qu'on décide de la garder, super, c'est une bonne décision. Si elle est fausse et qu'on la rejette, super aussi, bonne décision. Mais il reste les 2 autres cas, ceux où on commet une erreur judiciaire. Alors, l'erreur de type 1, c'est de condamner un innocent. On conclut qu'il y a un vrai changement, alors qu'en fait, non. Et l'erreur de type 2, c'est l'inverse. On laisse filer un coupable. Il y avait bien un effet réel, mais on est passé à côté, on ne l'a pas vu. Le chercheur doit donc choisir à l'avance quel risque il préfère maîtriser. Bon, assez de théorie. Revenons à notre exemple de chaîne de montage pour voir comment ça se passe en vrai. Le procès peut commencer. Ok, rappel des faits. Historiquement, la moyenne était de 270 secondes. Après notre modif, on chronomètre 38 tâches et on trouve une nouvelle moyenne de 267 secondes. On a gagné 3 secondes. Est-ce que c'est suffisant pour crier victoire? La procédure est très formelle, on ne fait pas n'importe quoi. D'abord, on énonce clairement les hypothèses. H0, la moyenne est toujours 270. H1, la moyenne est maintenant plus basse. Ensuite, on fixe le risque d'erreur qu'on accepte. Et enfin, on calcule la preuve, notre statistique de test. Ce calcul, c'est une formule qui va prendre en compte notre nouvelle moyenne, l'ancienne, la variabilité des données et le nombre de mesures. Et tout ça nous donne un seul chiffre, un score. Ici, moins 0,77. Il faut voir ce chiffre comme la force de notre preuve. Il mesure à quel point notre résultat est surprenant. Alors, moins 0,77, est-ce un score convaincant? On compare maintenant notre preuve, ce fameux moins 0,77, à une ligne rouge qu'on avait fixée au début. C'est notre seuil critique. Ici, il est à moins 1,6449. Pour que la preuve soit jugée accablante, il aurait fallu que notre score dépasse cette ligne. Mais moins 0,77, c'est beaucoup moins extrême. On reste dans la zone du doute raisonnable. La preuve est trop faible. Le verdict tombe. Les preuves ne sont pas suffisantes. On ne peut donc pas rejeter la présomption d'innocence de H0. En clair, on ne peut pas conclure que le nouveau processus est plus rapide. La petite différence de 3 secondes qu'on a observée est très probablement juste une fluctuation due au hasard. Mais attendez, imaginons une seconde que la preuve a été plus solide. Faisons une simulation. Si notre échantillon n'avait pas donné une moyenne de 267, mais de 260 secondes,
Là, on parle d'un gain de 10 secondes. C'est beaucoup plus impressionnant, non? On refait exactement le même calcul avec cette nouvelle donnée. Et là, le score n'est plus du tout de moins 0,77. Il passe à moins 2,57. C'est une valeur beaucoup plus extrême. Notre preuve est soudainement devenue bien plus convaincante. Et voilà le retournement de situation. Ce nouveau score, moins 2,57, il franchit allègrement notre ligne rouge de moins 1,6449. Il tombe en plein dans ce qu'on appelle la zone de rejet. Cette fois-ci, les preuves sont jugées suffisamment fortes. On rejette l'hypothèse nulle. Ce petit drame judiciaire qu'on vient de simuler, ce n'est pas juste un exercice de style pour les statisticiens. Ça a des implications concrètes, partout, bien au-delà des portes de notre usine. En fait, cette méthode est au cœur de la science moderne. Est-ce qu'un nouveau médicament est efficace ou non? Est-ce qu'une nouvelle méthode d'enseignement améliore les résultats des élèves? Est-ce que deux phénomènes sont liés ou indépendants? Toutes ces questions, et bien d'autres, trouvent leur réponse grâce à un test d'hypothèse. Au fond, le test d'hypothèse, c'est plus qu'un outil de calcul, c'est une façon de penser. C'est un garde-fou contre les conclusions hâtives et les anecdotes prises pour des vérités. La prochaine fois qu'on entend une affirmation forte, on peut avoir ce réflexe. Quelles sont les preuves? Sont-elles assez solides pour nous faire rejeter le statu quo? Quelle affirmation du quotidien mériterait de passer au tribunal des données?